L'équithérapie et les handicaps invisibles, donc le cheval, une aide pour les enfants dyspraxiques. Donc, nous verrons dans un premier temps ce que c'est que la dyspraxie. Il y a plusieurs types de handicaps invisibles, mais celui avec lequel on a le plus de résultats et avec lequel on peut le plus travailler en équithérapie, c'est bien celui de la dyspraxie. Il y a bien sûr d'autres troubles 10, mais voilà, je pense que moi, celui que j'ai voulu développer aujourd'hui, c'est celui de la dyspraxie. Comment l'équithérapie peut aider ces enfants dans un deuxième temps et comment on peut mettre en place des séances en équithérapie avec ce public d'enfants dyspraxiques. Je parle d'enfants, évidemment qu'il y a des adultes dyspraxiques, mais c'est vrai que quand on les a en soins, normalement, on les a un peu plus rapidement maintenant. Mais souvent, on peut aussi avoir des adultes qui n'ont pas compris leurs troubles et qui trouvent des solutions un peu plus tardives. Mais là, je vais plutôt me concentrer sur les enfants. Donc, qu'est-ce que la dyspraxie ou maintenant on l'appelle TDC, c'est-à-dire trouble du développement de la coordination. Donc, il faut changer de nom tout le temps, peut-être pour être plus précis. Donc, c'est vraiment un trouble du développement de la coordination. Donc, ces enfants-là, en fait, pour réaliser un geste, c'est vraiment 10, on ne peut pas faire le 10, c'est un dysfonctionnement, et la praxis, c'est le geste. Donc, souvent, quand on veut réaliser un geste, il y a vraiment toute une gestion coordonnée et normalement automatique de nombreux facteurs temporels et spatiaux et qui font l'objet, en fait, d'une préprogrammation cérébrale. Donc, et par contre, cette préprogrammation cérébrale, elle est incomplète ou des fois inexistante chez ces enfants dyspraxiques. Et en fait, les gestes deviennent jamais automatiques et nécessitent toujours un contrôle volontaire qui est extrêmement fatigant pour ces enfants. Donc, c'est vraiment des anomalies de la planification du geste et aussi de son automatisation. Et on parle bien à chaque fois du geste volontaire. Ce qui est important à savoir, c'est qu'il n'y a pas une dyspraxie, un type de dyspraxie, mais vraiment plusieurs dyspraxies. C'est un peu comme l'autisme, il y a autant de dyspraxies que d'enfants, que de personnes. La plus connue, c'est la dyspraxie visio-spatiale, mais on verra qu'il y en a d'autres. Et enfin voilà, un enfant dyspraxique, il conçoit bien les gestes, il sait bien, il va pouvoir vous dire comment faire le geste. Par contre, il n'arrive pas du tout à les organiser au niveau spatial, ni à les réaliser de façon harmonieuse. Et souvent, se rajoutent en plus d'autres troubles à cette dyspraxie, avec des troubles du regard, de la perception visuelle et aussi de la représentation de l'espace. Donc, comment se présente un enfant dyspraxique? Donc, un enfant dyspraxique, le premier truc, c'est qu'il est maladroit. Et souvent, on a beaucoup de plaintes sur ces enfants. On râle souvent après eux parce que on leur dit qu'ils font jamais attention. On les traite de feignants. Donc, souvent, c'est quand même des plaintes qui reviennent très fréquemment sur ces enfants-là, alors qu'ils n'y font pas du tout exprès. Enfin, c'est vraiment pas quelque chose de faire exprès. C'est des enfants qui sont très maladroits. Tout ce qu'ils touchent se renverse, se casse, se tombe, se déchire. L'expression un peu avoir deux mains gauches est vraiment adaptée pour eux parce que c'est vraiment quelque chose ils arrivent vraiment pas à diriger leurs gestes et tout et vraiment tout tombe et voilà. C'est quelque chose qui est très révélateur d'une dyspraxie. C'est des enfants qui sont lents, donc surtout dans toutes les réalisations motrices
et des réalisations graphiques aussi. Et les réalisations graphiques, elles sont médiocres, c'est peu lisible, c'est informe, c'est brouillon. La lenteur, elle se retrouve dans tous les gestes aussi. Par exemple, dans le fait de manger, c'est des enfants qui mangent très lentement, mais aussi très salement, parce que comme ils n'arrivent pas à diriger bien leurs gestes, etc., ils mangent. C'est des enfants qui ont besoin d'aide pour les gestes de la vie quotidienne, au-delà de l'âge normal. Donc, par exemple, pour s'habiller, pour se laver, pour s'essuyer même. C'est des enfants qui vont avoir besoin d'aide lors des repas, ils ne savent pas couper leur viande, ils ne savent pas éplucher leurs fruits. Mais quand même, ils vont trouver à chaque fois des subterfuges. Par exemple, c'est des enfants qui vont dire qu'ils vont préférer les pommes avec la peau. Pas parce qu'ils préfèrent la pomme avec la peau, c'est juste qu'ils n'arrivent pas à éplucher, donc ils préfèrent croquer dedans. C'est des enfants qui vont préparer manger des bananes parce que c'est quand même beaucoup plus facile à éplucher qu'une poire ou autre chose. C'est pareil, à la cantine, ils vont pas choisir la viande, ils vont choisir les poissons panés parce qu'ils savent que c'est beaucoup plus facile à couper ou des choses comme ça. Ils trouvent beaucoup de stratagèmes quand même. Dans les gestes de la vie quotidienne, c'est des enfants qui ont du mal à envoyer un ballon ou même à l'attraper. C'est difficile de pédaler parce qu'en plus, il faut dissocier ses deux jambes. Donc, ils préfèrent souvent se mettre sur le vélo et pousser avec les deux pieds comme avec une draisienne. Et c'est difficile de faire du vélo sans les stabilisateurs. Donc, comme vous l'aurez compris, évidemment, ils ont un retard graphique important et qui est souvent durable. Hein. Donc, ça s'appelle la dysgraphie et ça va quand même perdurer tout au long des années. Mais chez les plus petits, déjà, on voit des dessins qui sont très pauvres, souvent qualifiés d'immatures. Il ne peut pas réaliser les figures attendues en fonction de son âge. Les figures attendues, c'est le cercle, le bonhomme patate. Voilà, ils ont beaucoup de retard déjà là-dessus. Ça progresse un petit peu avec le temps, mais évidemment de façon insuffisante. Et donc, du coup, il y aura toujours un décalage par rapport aux enfants de leur âge. Et du coup, l'écriture cursive, c'est vraiment très, très compliqué pour eux. Ça leur demande beaucoup plus d'attention et de gestion du geste. Et donc, ils vont préférer écrire en lettres bâton. Et donc, du coup, ils ne peuvent pas du tout suivre le rythme de l'écriture à l'école. Et la plupart du temps, quand même, l'ordinateur va vraiment aider ces enfants à suivre un rythme d'écriture par rapport à leur âge, au moins à l'école. Évidemment, appuyer sur une touche demande beaucoup moins de facultés gestuelles que de former une belle lettre cursive. Ils ont également du mal à s'organiser dans leur travail. Donc ça peut être quoi? Ça peut être juste, par exemple, préparer son cartable. Qu'est-ce que j'ai comme cours demain ou comme matière? De quoi j'ai besoin? Ça, c'est quelque chose qui est très compliqué. En plus, ils ont du mal à retrouver leurs affaires, à ranger, à s'organiser. À chaque fois, leur casier, c'est quelque chose de très compliqué. Remettre une feuille au bon endroit, quand ils ont des classeurs, des choses comme ça, enfin, voilà, ils ont beaucoup de mal. Ils oublient souvent leurs affaires, ils oublient même leur cartable. Voilà. Alors tout le monde dit oui, enfin quand même, ils feraient plus attention, mais c'est là tout le problème. C'est-à-dire que ça demande beaucoup d'énergie et c'est un enfant qui doit faire attention à tout. Donc forcément, le cartable en plus, des fois, c'est compliqué et ils oublient leurs affaires. Donc évidemment, ils ont du mal à utiliser des objets du quotidien. Donc ça peut être des choses toutes bêtes comme se brosser les dents, une brosse à dents comment l'utiliser, un peigne comment l'utiliser, une brosse, voilà. Mais ça peut être aussi à l'école utiliser une règle. En plus, il faut utiliser les deux mains en même temps, une paire de ciseaux. Je vous raconte même pas. Juste, il va pouvoir nous dire, hein, les ciseaux, on a besoin des deux doigts, l'autre main tient la feuille. Ça, il n'y a aucun problème pour expliquer comment on utilise un objet, mais le faire, c'est quelque chose qui est très très compliqué pour eux. Utiliser une gomme, un compas, ça c'est très compliqué. Le compas, c'est une catastrophe. Donc c'est des enfants qui, dès le départ, n'aiment pas jouer au Lego, au puzzle encore moins, les mécanos, enfin tous les jeux de construction, c'est compliqué. Ils ont du mal à apprendre des règles du jeu
Et la plupart du temps, comme c'est des enfants qui sont très créatifs et imaginatifs, ils s'inventent eux-mêmes leurs propres règles. Voilà. Donc évidemment, c'est des enfants qui sont facilement distraits, qui ont du mal à se concentrer en classe, et ils oublient les instructions et les consignes au fur et à mesure de l'exercice, par exemple. C'est des enfants qui ont également des problèmes de tonus musculaire. Par exemple, ils peuvent avoir du mal à fermer leurs portes, par exemple, parce qu'ils n'ont pas assez de force, ou alors le coup d'après, ils vont être vraiment trop toniques, donc du coup, ils n'arriveront pas à s'adapter, par exemple, au cheval, enfin au mouvement du cheval, et du coup, ils vont être trop rigides, et du coup, ils vont pouvoir chuter parce que du coup, ils ne vont pas avec leur cheval. Voilà, ils ont du mal à gérer leur tonus musculaire. Globalement, c'est ce que peut avoir un enfant dyspraxique. C'est déjà pas mal. En plus, évidemment, comme énoncé dans le titre, c'est un handicap invisible. Donc, ça se voit pas automatiquement. Et souvent, c'est des enfants qui sont détectés quand ils commencent l'école, et pas forcément dans les petites classes de maternelle, mais soit vraiment en grande section de maternelle quand la famille est bien, enfin, se soucie beaucoup de l'enfant, ou qu'il y a des maîtresses vraiment qui disent ben non, il y a un problème, c'est pas un retard, il doit y avoir une difficulté. Mais la plupart du temps, ça intervient au CP quand on aborde l'écriture cursive. Parce que du coup, ils donnent bien le change, ces enfants-là, parce qu'ils ont un niveau verbal, du coup, souvent très développé, parce que du coup, ils développent ce qu'ils font bien, et souvent le niveau verbal est quand même au-dessus de la moyenne. Donc, en plus de leurs troubles praxiques, ils peuvent avoir un trouble de la coordination motrice globale, c'est-à-dire que pas que au niveau du geste, mais vraiment sur la dissociation de tous leurs gestes, toutes ces choses-là. Ça peut être vraiment, même dans tout leur corps, comment mettre leur corps dans l'espace. Ils peuvent avoir des troubles de l'attention, plus ou moins importants, évidemment. Certains ont besoin de traitement, d'autres, ça ne sert absolument à rien. Des fois, ils peuvent avoir des problèmes en plus au niveau du langage oral. On appelle ça une dyspraxie de la parole. C'est vraiment le geste au niveau buccal qui a du mal à se mettre en place. Donc, c'est des enfants qui peuvent parler plus tard, qui prononcent ou articulent mal les mots. Mais par contre, ce qui est très important de retenir pour nous, c'est que c'est des enfants intelligents, vraiment, qui sont curieux, très curieux, beaux parleurs, et qui apprennent avec plaisir et efficacité. Mais vraiment, leur point d'accès à l'apprentissage, c'est au niveau verbal, et ils sont vraiment capables de retenir beaucoup de choses. Ils ont des mémoires impressionnantes, et c'est là-dessus qu'on va devoir s'appuyer pour pouvoir en fait aider ces enfants-là. Entre parenthèses, j'ai mis le QIV parce que en fait, souvent, ce qui détecte une dyspraxie, c'est une différence importante au niveau de leur QI verbal, qui est très supérieur en fait à leur QI de performance. Quand une psychologue ou une neuropsychologue veut établir un QI au niveau des enfants, il y a plusieurs QI, et notamment un QI au niveau du langage verbal et un QI au niveau des performances, où on leur demande de faire des petites choses à l'écrit ou des petites choses en construction. Et là, forcément, ils vont être très chutés, mais ils vont vraiment, vraiment se rattraper au niveau du QI verbal. Et en fait, cette différence peut donner un diagnostic de dyspraxie. Donc, il y a différentes formes de dyspraxie. Je vais avancer très très vite, mais c'est juste pour vous dire qu'il y en a plusieurs, et que c'est pas parce qu'il y a un enfant qui est pas bon dans un trouble qui n'est pas dyspraxique, et inversement. Il y a la dyspraxie constructive, donc c'est plutôt là les activités où on assemble différents éléments, par exemple le bricolage, la couture, la menuiserie. Toutes ces choses-là, c'est quelque chose qui est très très compliqué. Tous les jeux de construction, les Lego, les mécanos, les clipots, tout ce que vous voulez. Ça, c'est très compliqué. Il y a la dyspraxie constructive visio-spatiale. Donc ça, c'est une dyspraxie constructive qui associe en même temps des troubles du regard.
Et donc du coup, on va avoir vraiment besoin, là pour le coup, des orthoptistes qui vont vraiment nous aider dans vraiment la gestion de la vision. Euh, et, euh, et du coup, ça va entraîner aussi des troubles dans l'organisation gestuelle dans l'espace euh, pour ces enfants-là. Il y a des dyspraxies aussi qui sont non constructives. Et du coup, c'est plutôt la séquentialité du geste qui est compliquée pour eux. Il y a la dyspraxie idéatoire. Et ça, c'est vraiment à chaque fois dans la manipulation d'un objet. Ils savent très bien que une brosse à dents, eh ben, on va devoir mettre du dentifrice sur les poils et que c'est les poils qui vont aller dans la bouche et qu'il y a un manche et il va falloir tenir la brosse à dents par le manche. Mais ils vont être incapables d'utiliser correctement une brosse à dents. Ils peuvent la prendre par les poils alors qu'ils savent très bien que c'est pas comme ça. Mais en fait, leur geste n'est pas du tout connecté avec leur idéation, euh, leur conception du geste. La dyspraxie idéomotrice, donc elle, c'est plutôt une dyspraxie, c'est dans les gestes symboliques. L'enfant est incapable de faire des mimes, par exemple, de faire chute en mettant son doigt sur sa bouche. De mimer des actions, par exemple, de jouer de la trompette ou des choses comme ça. C'est quelque chose qui est très compliqué d'imaginer des gestes. Et après, comme on l'a vu, il peut y avoir des dyspraxies au niveau de l'habillage, des dyspraxies orofaciales, donc c'est eux qui ont du mal du coup à s'exprimer ou bien articuler leurs mots. Et donc du coup, la dysgraphie qui est une dyspraxie en fait, une dyspraxie du geste. Je me suis permis d'aller très vite vraiment sur les différentes formes de dyspraxie. Je vous invite, si ça vous intéresse vraiment, à aller voir un site qui s'appelle Dyspraxique mais Fantastique. C'est une association de parents d'enfants dyspraxiques qui ont vraiment bien tout détaillé et je pense que ça aide beaucoup à comprendre la souffrance de ces enfants-là et leur handicap. Donc, les causes possibles de ces dyspraxies. Donc, ça peut être des lésions cérébrales, plus ou moins localisées. Donc, soit c'est des enfants qui ont été prématurés, soit c'est des enfants qui ont des paralysies cérébrales, des traumatismes crâniens, etc. Des tumeurs, tout ce qui peut avoir un impact au niveau cérébral. Donc, on a des dyspraxies lésionnelles. Mais souvent, certains enfants n'ont aucun antécédent pathologique. Du coup, on parle plutôt de dyspraxie du développement. Donc, on va arriver quand même à ce qui nous intéresse, c'est comment l'équithérapie peut aider ces enfants dyspraxiques. Je me permets de vous présenter en fait en gros mon travail là en gros d'une dizaine d'années avec des groupes à chaque fois plutôt de 4 enfants que j'ai suivis. J'en ai suivi aussi beaucoup en individuel, mais j'ai fait plutôt une étude sur des enfants, sur des groupes de 4 enfants qui ont suivi de façon régulière, c'est-à-dire une fois par semaine hors période scolaire, 26 séances annuelles. Mais du coup, sur 20 ans, j'ai dû suivre à peu près 70 enfants dyspraxiques en rééducation par l'équitation en équithérapie. Les objectifs qu'on a pu aborder avec ces enfants-là, c'est tout d'abord d'améliorer leur coordination et les dissociations au niveau des membres supérieurs et des membres inférieurs. Donc du coup, de travailler également les dissociations au niveau des ceintures. Quand je parle des ceintures, c'est la ceinture pelvienne et la ceinture scapulaire. Parce que souvent, c'est quand même des enfants qui sont très monoblocs et qui se sentent tellement pas bien dans leur corps, qui n'arrivent tellement pas bien à gérer leur corps, qu'ils préfèrent la gérer en un seul bloc. C'est beaucoup plus facile pour eux. Le problème, c'est quand on se met à cheval, il faut tout de suite dissocier au moins la ceinture pelvienne de la ceinture scapulaire pour pouvoir rester un petit peu à cheval et pouvoir faire quelque chose sur son cheval. On a favorisé l'utilisation de gestes fins, permettre une meilleure efficacité du geste, quel qu'il soit, notamment par exemple dans brosser son cheval. On a développé sur les objectifs d'améliorer l'organisation et l'orientation du geste. Et aussi, on a travaillé sur la prise d'initiative, puisque du coup, c'est des enfants qui veulent pas trop faire de choses avec leurs mains, parce qu'ils savent que ça va se terminer en catastrophe. Donc, ils parlent beaucoup, mais ils font pas grand-chose.
Et donc, du coup, on a travaillé vraiment sur les prises d'initiative et voilà, permettre aussi la mise en place des planifications, planification d'un geste et améliorer aussi la flexibilité dans cette planification. On a, par exemple, la planification, on la met souvent très en place lors de la préparation du cheval. Mais du coup, aujourd'hui, on change d'activité et donc du coup, on va essayer d'améliorer la flexibilité pour que le jour où, par exemple, en classe, et ben, par exemple, c'est pas le même cours qui arrive parce qu'il y a eu un changement de programme, l'enfant soit pas déstabilisé et arrive en fait à retrouver sa planification. Et surtout très très important, c'est valoriser l'enfant dans les apprentissages. Il faut bien retenir ça. C'est des enfants qui sont très euh, qui n'ont plus du tout de confiance en eux et surtout en leur apprentissage parce que du coup, enfin voilà, l'école c'est très compliqué. On leur dit vraiment qu'ils sont sots, qu'ils comprennent rien et voilà. Donc c'est vraiment des enfants qu'il va falloir valoriser et vraiment vraiment trouver à chaque fois, à chaque séance, qu'ils soient dans la réussite. Et ça, c'est tout notre travail. Donc je vous propose d'étudier en fait les séances d'équithérapie en 2 temps à chaque fois et à chaque fois avec 2 axes. Le premier temps, donc à chaque fois il y a 2 axes. Le premier temps, c'est il va y avoir un premier axe à côté du cheval et qui va permettre de développer des gestes donc efficients, efficaces dans une activité ludique et pour gagner en autonomie. Ils sont vraiment heureux de pouvoir faire des choses tout seuls et même avec leurs gestes. Et à chaque fois, donc du coup, le premier temps se décompose sur un premier axe à côté du cheval et à cheval. Et vraiment, dans ce premier temps, il va falloir à cheval travailler sur la gestion du corps dans l'espace. Et dans un deuxième temps, on va développer à côté du cheval la valorisation dans une activité où l'enfant va être autonome. Et à cheval, on va optimiser les dissociations corporelles, le repérage spatial et la réalisation de gestes plus complexes. Et c'est vraiment très important de bien garder de pas griller les étapes avec ces enfants-là parce que du coup, on va les mettre en difficulté. Et si l'enfant est en difficulté et est en échec, on va avoir beaucoup de mal à récupérer derrière. Donc, il faut vraiment pas griller d'étapes. Donc, pour le pansage et la préparation du cheval, il va falloir beaucoup aider les enfants par de l'étayage de chaque étape de préparation. Toujours par le verbal parce que c'est leur atout et du coup par les images si c'est quelque chose qui marche pour eux, peut-être pas mais souvent quand même les images aident à développer le langage verbal. Donc on va utiliser le langage oral et les images. Et donc comme vous pouvez le voir ici sur ma petite photo, voilà, génial, j'ai le pointeur laser. C'est des petites images qui se décrochent avec des velcro pour vraiment séquentialiser chaque étape de la préparation du cheval. Évidemment, au départ, on met très peu d'images. Au départ, on demande par exemple qu'une seule brosse. Une fois que l'enfant prend la brosse, il la met ici pour dire je suis en train de brosser. Quand il a fini, il la met ici. C'est des choses que vous avez peut-être déjà vues avec des enfants avec autisme. Mais ça marche très bien avec les enfants dyspraxiques aussi. Et travail progressif. Peut-être que la première séance, je vais mettre qu'une brosse, un tapis, un casque et peut-être la carotte. Voilà. Et petit à petit, comme il est capable de faire ces 4 étapes, je vais pouvoir en rajouter à chaque fois. Pour les gestes de pansage, on va pouvoir utiliser la guidance manuelle, c'est-à-dire comme le geste, il n'a pas bien, peut-être qu'on va pouvoir faire le geste avec lui jusqu'à temps qu'il soit capable de le faire tout seul. N'hésitez pas, même s'ils sont grands, c'est très important. Prenez ça sous une forme de jeu, on va faire un jeu tous les deux, tu vas voir, ça va être rigolo. Parce que c'est vrai qu'au départ, ils disent ah mais ça va, je suis pas petit. Non, tu n'es pas petit, mais viens, c'est juste pour faire un jeu, voilà. Et donc du coup, pour faire évoluer ces choses-là, nous on utilise voilà un tableau où du coup toutes les étapes de préparation sont montrées et avec les gestes à faire. Alors pardon, j'ai loupé mon pointeur, il est là. Voilà. Non, je l'ai pas. Hop, check.
bref, tous les gestes à faire avec les étapes. Et on voit bien que du coup les trilles, elles se passent en rond. Et du coup, il y a le petit geste aussi. Donc une fois, l'enfant il va savoir dans quel sens faire le rond. Et voilà, on montre que le bouchon, ça se passe du haut vers le bas. Souvent, on a besoin de faire le geste, même par exemple pour le bouchon qui est plus facile, mais c'est pour lever la main et pour revenir en haut. Voilà, et peut-être que vos premières séances, on va dire, aujourd'hui, on va faire que les 2 premières brosses. Les 2 premières brosses, super. Et après, c'est vous qui enchaînez. Peut-être qu'on peut monter à cru ce jour-là parce que du coup, on a besoin que du licol, etc. Et hop, on va faire un jeu avec les poneys en montant à cru ou en faisant un jeu à pied avec les poneys pour se diriger spatialement dans l'espace, dans un petit parcours. Mais du coup, toujours que ça soit pas trop fastidieux pour les enfants. Tant qu'ils sachent pas bien utiliser les 2 premières brosses, ne passez pas à la 3e, à la brosse à crin, au cure-pied, ou tout ça. Voilà, c'est compliqué. Une autre petite aide que j'utilise beaucoup, c'est le sac de pansage un petit peu aidant. C'est-à-dire que les étrilles sont dans le premier compartiment, les bouchons dans le 2e compartiment, les brosses douces dans le 3e compartiment, les cure-pieds dans le 4e compartiment. Voilà, ça aide vraiment les enfants à se mettre en place, sachant que à la fin de l'année, je mets tout dans un seau et ils sont capables de retrouver les brosses en fonction de ce qu'ils ont envie de faire et de à quelle étape ils en sont dans la préparation de leur cheval. À cheval, je commence toujours à cru ou en surfaite si vous n'êtes pas à l'aise ou vos chevaux sont vraiment inconfortables. C'est très important pour la gestion de leur corps. Le temps à cheval est court au début parce que ça leur prend beaucoup d'énergie. Et du coup, on prend son temps pour se mettre à cheval, on prend son temps pour faire toutes ces étapes. Et du coup, dans les premières étapes, c'est vraiment l'enfant ne s'occupe que de son corps et de ses sensations à cheval, et c'est nous qui gérons le cheval. Là, vous voyez, j'ai un cavalier qui est en attelage, et en fait, pour commencer à gérer un petit peu la direction, je préfère utiliser l'attelage. Donc, toujours avec les paires, j'utilise les équidrives avec le vert à gauche et le rouge à droite, parce que dans leur rééducation, notamment la rééducation de l'écriture, les enfants partent du feu vert qui est toujours à gauche pour aller jusqu'au feu rouge à droite de leur feuille pour qu'ils écrivent de gauche à droite. Et du coup, j'ai gardé le même code couleur. Je sais que Equidrive les utilise dans l'autre sens, mais moi, je les utilise dans ce sens-là pour pas changer le code couleur des enfants. Je ne les mets jamais à cheval à la direction tant que l'équilibre n'est pas acquis. Autre parenthèse, on devrait faire ça pour tous les cavaliers. Mais pour l'enfant dyspraxique, c'est encore plus vrai parce que du coup, je ne veux pas les mettre en difficulté. Donc, c'est pas grave, on fait des petites séances en attelage où on s'amuse beaucoup. Voilà, dès qu'ils peuvent se mettre à cheval et qu'ils ont leur équilibre, je leur mets les étriers pour pouvoir passer un petit peu au-delà de l'équilibre parce que du coup je sais qu'ils l'ont, mais je vais les aider avec les étriers pour qu'ils puissent vraiment avoir un appui en plus. Chose qu'on a aussi dans l'attelage, un appui sur les pieds. Et du coup je vais leur donner la possibilité, du coup toujours avec les équidrives, du coup là on voit bien que le rouge est à droite. Prendre son temps. On peut faire toute une séance sur apprendre sur le geste avancé, apprendre sur le geste arrêté. On peut faire plusieurs séances sur que ce geste-là pour être sûr qu'il soit bien acquis avant de passer à un autre geste. Apprendre à tourner à gauche. C'est pas grave, pendant plusieurs séances, on va faire que tourner à gauche. Et là, on va déployer notre imagination pour qu'on ait des jeux rigolos, pour que tout le monde, on tourne à gauche à chaque fois. Pareil, on apprend à tourner à droite. Et une fois qu'on a le tourner à gauche, le tourner à droite, peut-être qu'on peut faire un jeu où on tourne de partout, où on s'arrête de partout. Voilà. Et pourquoi pas travailler après sur le repérage spatial avec un parcours à enchaîner ou des choses-là. Toutes ces choses-là. Souvent, au bout des 26 séances, ils sont capables de pouvoir enchaîner un parcours et des fois même faire un parcours sur un plan. Voilà. Les 3 choses à retenir avec ces enfants-là en séance d'équithérapie, c'est prendre son temps, pas comme je viens de le faire à la vitesse de l'éclair dans ma présentation,
mais pour ne pas passer d'étape, c'est vraiment très important. Si le cavalier, enfin si votre petit patient là, il n'a pas d'équilibre encore assis, c'est compliqué de gérer son cheval enfin de gérer son corps sur le cheval. Ne lui donnez pas les guides parce qu'il va être en difficulté et du coup en plus ça va pas être très agréable pour votre cheval. Étayez les apprentissages avec des images ou avec le langage verbal. Appuyez-vous sur ce qu'il sait faire. Il sait très bien parler. Vous pouvez lui donner à fond beaucoup de choses qui vont le nourrir parce qu'il est très intelligent. Il a une grande mémoire sur les races de chevaux, les couleurs de chevaux. Je peux vous assurer que au niveau de la théorie, ils sont très très forts. Et surtout, utiliser l'apprentissage par la réussite. Toujours le mettre en réussite par rapport à ce qu'il est en train de faire et d'apprendre. Parce que du coup, ça va l'encourager au niveau scolaire et vraiment, ça a des répercussions sur leur vie quotidienne. Donc vraiment, n'hésitez pas à utiliser la réussite. Toujours mettre ces enfants-là en réussite.